Pour ce dernier cours, je veux prendre une petite tangente et vous parler de publication, parce que c'est un problème que j'ai souvent discuté avec des collègues dans différents endroits, et je pense que euh, ça vaut le coup de discuter un petit peu plus ici. Et ce que je vais faire, c'est essayer de vous faire profiter un petit peu, si on peut dire, de mon expérience dans le domaine euh, et de faire quelques remarques au sujet de la publication de vos résultats de recherche. Euh, donc, je vais commencer par vous parler du processus lui-même, dans le sens de ses défauts perçus ou avérés, et faire quelques recommandations quant à comment procéder dans ce domaine. Donc, je vais commencer en euh, notant que, comme vous êtes sûrement, vous en êtes sûrement conscient, c'est un processus biaisé. C'est si vous êtes un chercheur dans un pays du Sud, je vais dire pays du Sud pour dire pays moins riches que les pays genre Amérique du Nord, Europe. Si vous êtes chercheur dans un pays du Sud, il va vous être plus difficile de publier vos travaux dans des journaux de qualité. C'est un fait. Euh, la raison pour laquelle ceci est vrai, il y a de multiples raisons. Euh, L'une des grandes raisons, c'est que le processus d'édition est sujet à ce qu'on appelle les biais systémiques, c'est-à-dire l'existence de biais à l'encontre de gens euh, du fait de là où ils viennent, euh, de leur couleur de peau, de ce que vous voulez. Euh, Enfin, c'est connu dans le processus, enfin, dans le monde de la publication, de toute façon, que venir d'une grande université augmente vos chances. Même par rapport à, moi je viens d'une université moyenne, si j'étais dans une plus grande université, j'aurais plus de facilité à publier. Mais de façon plus générale, venir d'un pays riche, c'est plus facile que venir d'un pays moins riche. Donc, un pays du Sud, comme je disais. C'est un problème majeur, c'est un problème qui est connu depuis des années euh, et qui est dû donc à ces biais systémiques qui existent. Alors, pour ouvrir, disons, une petite parenthèse en disant que euh, malheureusement, ça va lentement, mais les choses évoluent. Je vais préciser que certains pays, par exemple le Canada, les États-Unis, un certain nombre de grands pays de recherche, ont pris mesure du problème et ont formulé des politiques claires en termes de favorisation de ce qu'on appelle l'équité. Enfin, au Canada, on appelle l'équité, la diversité et l'inclusion. On résume ça sous le nom EDI. Euh, et dans des pays comme ça, en tant que chercheur, on est formé à ces sujets. On insiste, les autorités de financement, les autorités politiques, etc., insistent sur le, le fait qu'on apprenne à identifier nos biais, parce que tout le monde a des biais. Et l'idée, c'est que si on est conscient de nos biais, ben, on est en mesure d'essayer de les diminuer dans un sens, pardon. Mais, comme je le disais, il reste énormément de chemin à faire. Donc, par exemple, pour des collègues venant de pays du Sud qui travailleraient dans des universités nord-américaines, il y a tout un processus en place pour essayer d'éliminer les barrières auxquelles ils font face. Alors, ça ne marche pas parfaitement, loin de là, il ne faut pas se leurrer, mais il y a quand même des processus en place. Mais par exemple, au niveau du monde de l'édition, qui est mon sujet dans ce cours, euh, les, ces processus, ils intègrent le processus d'édition au même rythme que les gens qui s'y sont formés à ces problèmes d'équité, de diversité et d'inclusion euh,
intègre le processus d'édition. Et on sait très bien que le processus d'édition marche assez doucement, c'est-à-dire que les éditeurs en chef de journaux ne changent pas très très vite. Les membres des boards éditoriaux, en général, on vous demande de rejoindre un board si vous êtes relativement connu dans votre domaine, et par conséquent, il n'y a pas beaucoup de rotation dans le personnel et les choses prennent du temps encore. D'accord? Donc là où, par exemple, beaucoup des universitaires nord-américains et du nord de l'Europe, etc., sont formés à ces problèmes d'équité, diversité et inclusion, il y a un retard dans l'incorporation de ça dans le processus d'édition. Alors, publier, comme je le disais avant, même venant d'un pays riche, étant non discriminé, tout à fait blanc, comme vous pouvez voir, enfin, on dirait plutôt rouge là, mais venant d'un pays riche, étant non sujet à discrimination en tant que personne, c'est pas toujours facile. Tout le monde galère pour publier des papiers. Parce que il faut bien comprendre que la publication des papiers, maintenant, ça implique un volume de choses qui arrivent. Le nombre de publications qui sortent un jour donné, c'est énorme maintenant. Alors, bien sûr, il y a tous ces journaux prédatoriaux qui vont publier ce que vous voulez, euh, moyennant finance. Mais là, mon but, c'est de parler de la publication dans des journaux de haut niveau, de niveau moyen supérieur à haut niveau, qui n'impliquent pas forcément, là, beaucoup de journaux maintenant vous demandent de payer, mais là je parle de journaux qui impliquent ou pas de payer, mais qui soient de bon niveau, d'accord? Et ça, c'est difficile pour tout le monde, il faut bien comprendre, d'accord? N'empêche que, si vous êtes un chercheur venant d'un pays du Sud, il est probable que vous serez toujours sujet à des discriminations qui viendront de la perception que les gens dans le pays X, ouais, en général, ils font pas du bon travail, ou un truc comme ça. C'est souvent pas vraiment dirigé sur votre personne, mais c'est des perceptions erronées de la façon dont le travail se fait dans certains pays euh, qui, qui donnent lieu à ce comportement. Mon point dans ce cours, c'est que ça, c'est des choses auxquelles vous serez toujours confrontés, probablement. Mais il y a des choses dans le processus d'édition que vous pouvez et vous devez vous assurer de faire bien. Parce que, en gros, puisque vous serez probablement sujet à des discriminations systémiques du système, eh bien, il faut essayer de minimiser tout ce que vous pouvez minimiser qui peut vous causer des problèmes. C'est-à-dire que on reçoit souvent des papiers qui n'ont pas vraiment une forme qui est conductif à la publication. Les gens ont souvent l'impression qu'on refuse leurs papiers parce qu'ils viennent d'un pays du Sud. On refuse des papiers souvent, plus parce que les papiers ne sont pas bien écrits. Et mon point, c'est ça. C'est-à-dire que si vous écrivez des bons papiers, il n'y a aucune raison, outre ces biais systémiques, que vous ne soyez pas pris au sérieux. Et normalement, un papier bien écrit, il finira quand même par trouver son chemin vers la publication. D'accord? Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail correct. Et mon point ici, ça va être de vous donner quelques commentaires, quelques recommandations quant à la publication, enfin la présentation, l'organisation des papiers, etc., de manière à éviter ce rejet systématique qui aurait lieu parce que le papier n'est pas bon. Il n'y a rien que vous pouvez faire au sujet des biais que certains éditeurs vont avoir, mais au moins ne leur donnez pas la chance de vous rejeter pour une raison que vous pouvez adresser vous-même.
Donc, juste pour vous donner du contexte, pourquoi je vous parle de ça, j'ai beaucoup fait de travail d'arbitrage, j'ai reviewé, rapporté pour de nombreux journaux. Au début de ma carrière, je faisais beaucoup de rapports, maintenant je fais plus d'édition, mais j'ai reviewé dans une variété de types de journaux, donc des journaux de maths, des journaux de biomaths, des journaux de médecine, des journaux de biologie. Donc tous ces journaux ont des fonctionnements un peu différents, mais en gros, les journaux que je cite ici sont tous des journaux de bonne tenue. C'est pas forcément des journaux, c'est pas Science, c'est pas Nature, mais enfin bien que Lancet c'est un très très bon journal, mais ce sont des journaux. Euh, j'ai revu pour Science aussi d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est des journaux, en général, ceux que je cite là, assez bons. D'accord. Du reste, comme je disais, depuis quelques années, je fais surtout beaucoup d'éditions. Donc je suis dans le bureau éditorial, ou j'ai été dans le bureau éditorial d'un certain nombre de journaux, là je liste. J'ai aussi édité et coédité avec des collègues plusieurs numéros spéciaux dans des journaux. Et pour ça, je pense que euh, j'ai un certain, disons, j'ai une certaine expérience, et c'est ça que je vais essayer de communiquer ici. Alors, je pense que ce qui est surtout important, comme je disais, c'est de comprendre déjà un petit peu comment marche le processus. Parce que euh, quand vous n'êtes pas vraiment dedans, euh, ça a quelque chose de peut-être un peu mystérieux, et comprendre comment les choses marchent déjà va vous aider. Donc, une chose sur laquelle je veux insister, il n'y a pas de raison pour laquelle votre travail ne pourrait pas être publié dans un bon journal, si c'est un bon travail. D'accord. N'ayez pas peur de viser haut, mais faites ça avec réalisme. C'est-à-dire que plus haut vous visez, plus faibles sont vos chances d'acceptation, d'où que vous veniez. C'est-à-dire que des journaux de très très haut niveau comme Science, etc., par exemple, ils refusent 95% des papiers qu'ils reçoivent, peut-être même plus. Même des journaux intermédiaires, par exemple au BMB, là où je travaille souvent, on refuse plus de 50% des papiers qu'on reçoit avant même de les lire. D'accord. Mais rien ne vous empêche de faire ça. Si vous avez du bon travail, allez là. Soyez conscient que l'une des raisons des refus, c'est juste cette compétition. D'accord. Et à cause de cette compétition, il faut faire très attention à ne pas prêter le flanc à toute critique possible. C'est-à-dire que quand on est dans un journal qui reçoit énormément de publications, on regarde l'intérêt du papier, mais on fait aussi un tri entre les papiers qu'on reçoit. Okay. Donc, je vais vous expliquer plus en détail ce processus. Donc, la première chose qui arrive alors, il n'y a pas de règle générale, hein, tous les journaux fonctionnent un peu différemment, mais grosso modo, ce que je vous explique, ça marche assez souvent comme ça. Euh, Ce qui se passe, c'est que quand vous soumettez un papier, votre papier est d'abord reçu par l'éditeur en chef du journal, ou les éditeurs en chef dans les gros journaux qui ont plusieurs. Et cet éditeur en chef va choisir ce qu'on appelle typiquement un handling editor, qui est un éditeur qui va handle, c'est manipuler, donc c'est un éditeur qui va s'occuper de ce papier en particulier. L'éditeur en charge, donc du papier, euh, fait une lecture du journal, du papier. Euh, Dans cette lecture, il ou elle essaye de déterminer si le papier est dans le domaine du journal. Si vous envoyez un papier de biologie et un journal de mathématiques, on va vous dire non, c'est de la biologie, pas des mathématiques. Ensuite, il y a la ligne éditoriale du journal, qui est un peu plus fine. C'est-à-dire qu'un journal de biomaths va publier des articles de biomaths, pas des articles d'analyse fonctionnelle, à part si ça a vraiment de l'analyse fonctionnelle à destination des biomaths. Et enfin, on va aussi regarder la lisibilité du papier et sa valeur scientifique, okay, perçue. Et là, je précise, c'est un pré-traitement. Donc, c'est
une lecture qui est beaucoup moins détaillée que celle qui sera faite par les rapporteurs de votre papier. Donc, en tant qu'éditeur en charge, on va remarquer des fautes majeures. On va passer à travers le papier, on va regarder s'il y a des choses majeures, on va le voir. Mais par exemple, évidemment, on ne va pas trouver une erreur dans une preuve. À part si elle est criante, la plupart du temps, on va pas être en mesure, le type de lecture qu'on fait pour ça ne va pas nous permettre de repérer ce genre de choses. Et ce qu'on va faire en particulier, c'est qu'on va lire le résumé, l'introduction et la conclusion, si conclusion il y a, euh, et passer dans le reste du texte. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en particulier, le résumé et l'introduction, par exemple, doivent être assez indicatifs de ce qui se passe dans votre papier. Parce que c'est là qu'un éditeur en charge va essayer de voir si vous collez avec le sujet du journal. D'accord, par exemple. Ou si votre problème est intéressant, parce qu'il faut voir que dans un journal de qualité, je ne parle pas donc encore des journaux genre prédatoriaux, dans un journal de qualité, on essaie en général de publier du matériau original. Donc, si vous n'êtes simplement en train de répliquer l'analyse de quelqu'un qui a étudié un modèle quelque part et que tout ce que vous faites, c'est dire, oh, je fais une petite variation sur ce modèle et voilà, peut-être que vous n'amenez pas de nouveaux contenus scientifiques et dans ce cas, vous pourriez être refusé d'emblée juste pour ça. Une étape importante aussi, ça dépend des journaux, hein, mais il est fréquent que votre papier, surtout dans les plus gros éditeurs, euh, les plus gros journaux, quoi, euh, passe à travers d'un filtre anti-plagiat. Donc, il y a un analyseur, il y a plusieurs méthodes qui existent, mais il y a des analyseurs syntaxiques de copiage. Ils vérifient le degré de réplication de votre texte, de votre contenu, avec la bibliographie existante. Et je veux dire, pas seulement celle que vous citez, d'accord? La bibliographie existante auquel l'analyseur syntaxique a accès, qui est très étendue. Et je précise aussi que cette analyse syntaxique devient de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir de la copie exacte pour être détecté. Maintenant, les analyseurs syntaxiques sont capables de repérer des variations sur ce qui existe. Si vous vous faites attraper, si votre papier est flagué comme ça, ce qui va se passer, c'est que la plupart du temps, ça va conduire à un rejet automatique. Après, il y a des circonstances dans lesquelles ça marche. D'accord? Enfin, ça marche, je veux dire, c'est acceptable. Moi, je me rappelle d'une fois, j'ai traité un papier pour quelqu'un qui finissait sa thèse, qui avait soumis un papier. C'était clairement du travail original. Il y avait une bonne contribution. Et l'éditeur en chef m'avait envoyé le papier. J'étais éditeur en gestion du papier. Il me l'avait envoyé en disant, regarde, un haut degré de copiage. Mais quand on a regardé un petit peu le matériau, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était facile à adresser. On a écrit à l'auteur en disant, voilà, il faut que tu fasses attention, il faut que tu retravailles toute cette partie parce que là, tu es limite plagiat. Là, tu es dans le plagiat, mais ça peut se faire. Ok. Mais il faut de bonnes raisons et il faut aussi que le travail par ailleurs vraiment justifie qu'on passe du temps. Alors ça, c'est ce qui va vous arriver le plus souvent. Ça m'arrive aussi très fréquemment, hein. Reject without review. Euh, donc si toute chose qui arrive plus haut est satisfaite, donc vous ne correspondez pas au domaine, il y a des problèmes majeurs dans votre papier, vous êtes en plagiat ou quelque chose comme ça, vous recevrez une réjection sans rapport. C'est-à-dire que l'éditeur en charge du manuscrit ou l'éditeur en chef va prendre la décision que votre papier ne va pas être lu par les rapporteurs. Et moi, je vais dire qu'en tant que personne qui est souvent en charge de l'édition des papiers, euh, il y a une chose, par exemple, un critère pour moi, c'est est-ce que c'est quelque chose qui va que les rapporteurs ont une chance d'accepter. Si je reçois un papier et que je le regarde et qu'avec mon expérience de rapporteur,
je me dis, bah non, mais ça passe pas pour ce journal en tout cas. Euh, je vais pas consommer, solliciter un rapporteur qui est déjà surchargé de travail euh, pour lui dire, tiens, est-ce que tu peux regarder ce papier alors que je suis à peu près sûr de ce qui va se passer au niveau du rapport. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est vraiment, c'est une phase que les gens ne comprennent pas toujours. C'est pour ça que des fois, par exemple, si le journal vous demande une lettre de soumission, ça peut valoir le coup d'essayer de mettre en avant, vite fait, pourquoi votre papier est intéressant. Parce qu'il faut passer ce stade. Si vous êtes rejeté sans review, bon, ben, le papier, il doit aller ailleurs. Alors, si vous passez tous ces stades, ce qui va se passer, c'est que l'éditeur qui est en charge du papier va chercher des rapporteurs. Alors vous nominez quelques rapporteurs, souvent. Euh, L'éditeur en charge va ensuite se dire, tiens, c'est un papier qui traite de ça et ça, et moi je connais X et Y qui sont très intéressés par ce domaine-là. Donc on va typiquement d'abord utiliser des noms qui ne sont pas suggérés par les rapporteurs par les auteurs. D'accord? Donc les premières choses qu'on fait, c'est les trois points là. On va utiliser sa connaissance du domaine pour identifier des rapporteurs. On va piocher dans les références bibliographiques. Et aussi, quand vous êtes connecté à un logiciel d'édition, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire une recherche. Donc il prend le papier que vous êtes en train de traiter et vous dites, trouvez-moi des auteurs et des rapporteurs qui aient publié des choses similaires. Et donc ça charge la base de données de cet éditeur de papier scientifique et ça vous trouve des matchs. Si on ne trouve vraiment personne, en général, à ce moment-là, on regarde les rapporteurs. Il est fréquent que les rapporteurs qui sont suggérés par les auteurs soient bien choisis. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement de prendre un ou deux rapporteurs dans la liste. Parce que je précise une chose en bas, là, c'est-à-dire que si votre travail est un petit peu connu, vous êtes sujet à des requêtes de rapport euh, de façon répétée. Euh, il y a des jours, je reçois 10, 15 demandes de rapport. Je peux pas faire, j'en fais quelques-uns par an, je peux pas faire 10, 15 rapports par jour. Et donc, et c'est le cas de beaucoup de gens, ok, c'est pas être très connu, hein, il suffit d'avoir publié quelques papiers pour commencer à se faire solliciter de cette manière. Ce qui fait qu'en tant qu'éditeur en charge d'un papier, en général, si on veut avoir deux rapports, on demande à 6 à 8 personnes. Parce que on sait qu'il va y avoir dans ces 6 à 8 personnes, mais peut-être on aura de la chance, il y en aura deux. Souvent, on va même au-delà. On est obligé de demander à 10 personnes, etc. C'est un processus qui peut prendre du temps. Trouver les rapporteurs, c'est probablement la partie la plus longue du processus. Des fois, ça nous prend plusieurs mois. Ok. Et donc, ces rapporteurs, c'est important. Donc, par exemple, dans les rapporteurs que vous nominez, c'est bien d'éviter de mettre des amis. Enfin, si vous avez des amis qui ont publié pas mal de papiers sur le sujet, ben, mettez-les. Mais si c'est des gens complètement obscurs, ben, il vaut mieux justement mettre quelqu'un qui n'est pas forcément un ami, mais qui au moins a publié quelques papiers sur le sujet que vous traitez, parce qu'il y a plus de chances que l'éditeur le trouve, ce qui souvent améliore la rapidité. Et d'autre part, je dirais que, et c'est là où votre résumé est important, quand le rapporteur reçoit une demande de, de rapport, ce qui est communiqué, c'est le résumé. Donc le résumé doit permettre au rapporteur, le résumé et le titre. Le résumé et le titre doivent permettre au rapporteur de se faire une idée de si c'est intéressant pour lui ou elle de lire ce papier. D'accord? Donc c'est pour ça, encore une fois, je disais avant qu'il est important de soigner le résumé et l'introduction. Ben, c'est l'une des raisons. C'est que si votre résumé est bon, ben, peut-être vous allez appâter un rapporteur, ce qui accélérera le processus. Ensuite, pour les rapporteurs, il faut se mettre dans la tête de la personne qui va lire votre papier. Votre papier doit les impressionner, il doit les intéresser.
Il doit les rendre jaloux. Idéalement, vous voulez qu'un rapporteur se dise: «Ah mince, si j'avais pensé à ça, je l'aurais fait et ça aurait été bien.» Euh, il ne doit pas les mettre en colère. Il ne doit pas être source de confusion ou de suspicion pour eux. Donc la source de suspicion, ça serait: mais tiens, ça me rappelle pas mal le travail de quelqu'un, mais il ne le cite pas. Vous voyez ce genre de problème. C'est un autre type de plagiat que celui que je citais avant. Celui que je citais avant, c'est du plagiat textuel. Là, c'est du plagiat, disons, de forme, de fond. Et donc, ce que vous voulez, c'est vraiment préciser les choses, impressionner les gens et tout ça, mais vous voulez éviter les problèmes de fond. Et mon point, c'est que, bon, la première partie, c'est votre travail. D'accord? C'est le travail que vous avez fourni, le travail scientifique, le travail mathématique que vous avez fourni, qui détermine si vous allez impressionner les rapporteurs, les intéresser, etc. Mais la partie vraiment sur laquelle dont je veux parler là, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que le problème, c'est que même si vous avez un papier qui impressionne et tout ça, euh, si vous avez une des choses en bas qui arrive, vous risquez de vous faire rejeter. D'accord? Donc, pour que les gens lisent le papier sereinement et puissent être dans une position où ils sont impressionnés, il faut enlever tous les problèmes qui pourraient les énerver, en gros. Donc, première chose, la forme, c'est important. Évidemment, le fond prime sur la forme. Mais si vous avez un papier qui est comme un torchon, et je ne rigole pas, nous recevons des papiers qui sont formatés de façon complètement surréaliste. Si votre papier est très mal formaté, vous serez rejeté, parce que ça n'est pas lisible. Le truc, c'est que vous voulez communiquer vos idées, mais si vos idées sont tellement mal organisées qu'on se retrouve en face d'un papier qui a l'air de n'importe quoi, eh bien on va se dire: ah non mais on ne peut pas lire ça. Donc l'édition, comment vous présentez le papier, c'est important. Ne laissez pas de phrases non terminées, on le voit fréquemment. Vérifiez que toutes vos phrases sont finies. N'ayez pas un bout de phrase qui finit ici et puis un saut de quelques lignes pour commencer une phrase différente à mi-chemin. Ne laissez pas deviner les choses. Quand vous utilisez un objet, définissez-les. Et si vous utilisez la tech, comme souvent en mathématiques, il n'y a pas de raison d'avoir de changement de fonte, de forme, de taille de caractère et tout ça. Le papier doit avoir l'air homogène. Ça, ce sont des choses qui, par exemple, dans une phase de pré-traitement du papier, si je me récupère un papier qui a l'air d'être fait de briques et de brocs, ben, fréquemment, je vais dire pardon, parce que je sais que les rapporteurs, quand je leur envoie ça, ils vont se dire: bah, qu'est-ce que c'est? Faites attention à la langue. Okay. Évidemment, c'est un problème pour, par exemple, les francophones, mais si vous publiez en anglais, dans quelque langue que vous publiez de toute façon, si vous publiez dans une langue, il faut que le papier soit lisible dans cette langue. Donc, si vous publiez en anglais et que vous n'êtes pas anglophone, trouvez quelqu'un qui peut lire votre papier et qui soit d'un bon niveau. Okay. Parce que vous voulez communiquer, c'est toujours la même idée, et si vous voulez communiquer que ça n'est pas fait proprement, ben ça ne va pas marcher. Si le seul problème de votre papier, c'est que l'anglais a des problèmes, mais qu'on comprend quand même à peu près où vous voulez en venir, mais qu'il y a des fautes d'anglais, etc., en général, on va vous aider. Mais c'est rarement le seul problème, et c'est pour ça que souvent c'est un peu plus compliqué. Un point que les gens oublient souvent, ne négligez pas la bibliographie. Faites attention à vos références. L'orthographe des noms, l'orthographe des journaux, l'orthographe en général, la précision des citations. Alors je précise aussi quelque chose. Dans un bon journal, de toute façon, quand vous arrivez au stade de la publication,
quand vous faites les dernières phases avant que le papier soit publié, on va vous embêter sur les références bibliographiques. Donc ce travail en amont que vous faites, de vous assurer que les références bibliographiques sont bien formatées et sont correctes, euh, il est bénéfice. Ok. Assurez-vous aussi, et c'est ce que je disais avant au sujet de susciter des soupçons de plagiat, assurez-vous que si vous utilisez un travail, ou si vous êtes proche d'un certain travail, il faut le citer. Les, les rapporteurs, il est probable qu'ils soient au courant. En général, on les choisit parce qu'ils ont travaillé dans un domaine proche. Et ça rejoint mon dernier point là. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on choisit un rapporteur, c'est parce qu'il a une certaine, il ou elle a une certaine proximité avec le sujet. Donc, si vous ne citez pas quelque chose qui clairement a guidé votre travail, ben, le rapporteur va se dire, mais non, mais il a oublié de citer le truc. Euh, et finalement, rappelez-vous, l'une des façons dont on choisit nos rapporteurs, c'est en regardant les références que vous avez. Donc si vous avez quelqu'un qui est cité dans la bibliographie et que vous étripez son nom en l'épelant de façon complètement différente de la façon dont c'est fait, c'est quelque chose que cette personne va regarder. Et si elle voit son nom mal écrit, elle va se dire, ah, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Donc, négligez pas la bibliographie, elle est importante. Un autre point, c'est que le processus de l'édition, il n'est pas là pour corriger votre travail. On a souvent des papiers où on se rend compte que, grosso modo, les auteurs ont une attitude pratiquement de tiens, je vais l'envoyer là, ils vont me corriger. Ce n'est pas ce que le processus d'édition fait. On va vous aider à améliorer le papier. On va vous aider à améliorer le contenu scientifique. Une bonne review, c'est une review longue et qui n'est pas forcément très positive, mais qui fait plein de suggestions. D'accord? Donc, si vous soumettez et que vous avez une bonne review, ça va faire avancer votre papier. Mais une review, ça n'est pas corriger les fautes d'anglais, corriger quelques points qui sont pas bons et tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas là dans le processus pour corriger vos choses. On est là pour les valider et on est là pour faire des suggestions d'amélioration. Écoutez, et ça procède de la même chose, écoutez les rapporteurs et les éditeurs. Alors fréquemment, votre papier va être rejeté, mais même s'il est rejeté, moi je sais que souvent quand je rejette, par exemple, sans rapport, j'essaie d'indiquer pourquoi je prends cette décision. C'est souvent pas très long, mais je vais dire, bon ben voilà, par exemple, il y a un problème avec le modèle devrait s'intéresser à ça. Euh, Aussi, vous pouvez être rejeté sur la base des rapports d'un rapporteur ou de rapporteurs. Euh, vous changez de journal. Ou vous resoumettez, ou bien on vous rejette pas sans rapport, on accepte tentativement, on dit, bon, bah, si vous faites des révisions majeures, vous pouvez nous renvoyer le papier. Si vous ne prenez pas en compte les réponses des éditeurs et des rapporteurs, c'est ennuyeux. Les gens passent des heures à lire votre papier, ils s'investissent pour faire des commentaires. Si vous n'écoutez pas ces commentaires, c'est frustrant. Et soyez conscient aussi que si quelqu'un est choisi comme rapporteur par le journal X, il n'est pas du tout impossible que si votre papier est rejeté par le journal X et vous le soumettez au journal Y, eh bien, le journal Y va demander à la même personne. Donc, si entre les deux choses, vous n'avez pas du tout pris en compte les rapports du rapporteur, par exemple, le rapporteur va s'énerver. Et encore une fois, vous ne voulez pas énerver le rapporteur, parce que vous voulez l'impressionner, pas l'énerver, d'accord? Alors, spécifiquement au biomaths, je fais juste un petit parallèle là-dessus, enfin un petit aparté là-dessus. En biomaths, en plus, je dirais que euh, à part si vous faites un développement purement théorique, il est important de faire ce qu'on appelle un retour au problème ou un retour à la biologie. C'est-à-dire que vous formulez un modèle pour répondre à une question biologique.
vous faites une analyse mathématique, vous formulez, par exemple, vous obtenez un théorème, vous faites un peu de travail numérique, et ben, il est important de revenir au problème. C'est-à-dire, après avoir formulé un théorème ou avoir fait une analyse numérique assez intense, euh, revenez au problème lui-même et expliquez pourquoi pardon, et expliquer ce que le résultat veut dire en termes du problème que vous considériez. Essayez aussi d'avoir une histoire qui se tient. Un bon papier en biomaths, pour moi, c'est quelque chose qui intermêle la biologie et les maths. Et donc, on aime voir le processus de modélisation, comment vous partez d'un problème de biologie, comment vous le mathématisez, comment vous l'analysez mathématiquement et comment ce que vous en déduisez pour le processus, le problème d'origine. D'accord? Et bon, moi je dirais, tout ce que je vous ai raconté dans le reste du cours, c'est important aussi. Dernière chose, je pense, avant-dernière, prenez le temps. Donc, souvent, on arrive au stade de la publication, on se dit, OK, ça y est, je soumets. C'est la conclusion de mois de travail intense, on veut s'en débarrasser. Je recommande fréquemment de prendre un petit moment, c'est-à-dire pas longtemps, mais prenez quelques jours, ou au moins quelques heures. C'est-à-dire que vous avez le papier, vous vous dites, ça y est, il est prêt à soumettre. Peut-être vous commencez à remplir les formulaires, par exemple sur le site de l'éditeur, de la maison d'édition. Mais vous pouvez sauver votre travail en cours et donc là, vous vous posez quelques heures, quelques jours et vous faites autre chose. Vous relisez une dernière fois le papier parce que c'est là où peut-être vous verrez des problèmes criants. S'il y a un problème criant, adressez-le. Okay. Parce qu'il y a une chose qui est importante, le plus de temps vous passez à travailler sur votre papier avant de commencer, le moins de corrections vous aurez à faire après. Donc c'est du temps gagné dans un sens. Okay. Et pour conclure, je veux faire une petite remarque, c'est-à-dire il faut pas voir le processus d'édition comme un combat. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'expliquer un petit peu comment ça marche, parce que c'est frustrant. C'est frustrant pour tout le monde, mais je ne pense pas qu'il faut le voir comme un combat entre vous, en tant qu'auteur, et l'édition. Les maisons d'édition, on en pense ce qu'on en veut. Il y a bien des choses à dire sur leur pratique. Mais rappelez-vous que les éditeurs et les éditeurs en charge et les rapporteurs, ce sont vos collègues. Donc vous n'êtes pas en train de vous battre contre vos collègues, ils sont là pour vous aider. Si quelqu'un accepte de lire votre papier, c'est pas pour le sabrer, c'est pour essayer de vous aider à l'améliorer. D'accord? Et donc ce processus, il est important. C'est comme ça que les publications scientifiques deviennent meilleures. Et si votre papier est carré, il sera lu et les gens vont essayer de vous aider à l'améliorer. Et donc, tous ces travers dont je parlais avant, il faut essayer de s'en débarrasser. Parce que ce qui est important, c'est que votre papier soit lu. Si votre papier est lu, bien vous rentrez dans le processus et vous avez de grandes chances d'être publié.